Bonjour mes histo-curieuses et mes histo-curieux, et bienvenue dans ce tout nouvel épisode de Contrôle H. Ah, les chevaliers, difficile de ne pas avoir une image très précise quand on pense à eux. Une armure étincelante, un destrier lancé au galop, une épée levée pour défendre l'honneur, sauver une princesse, ou encore terrasser un ennemi au nom du bien. Bref, le chevalier, c'est le héros médiéval par excellence. Une figure noble, courageuse et presque irréprochable. Et il faut le dire quand même que cette image, elle ne sort pas de nulle part. Entre les récits de la table ronde avec des figures comme Lancelot, les légendes autour du roi Arthur, ou encore les nombreuses représentations modernes dans les films et les jeux vidéo, le chevalier est devenu une véritable icône de la culture populaire. C'est un symbole d'héroïsme, de loyauté, mais aussi de justice. Mais voilà, comme souvent en histoire, la réalité est un peu moins brillante. Parce que derrière l'armure, il y a l'homme. Un homme formé par la guerre, pour la guerre, plongé dans un monde de violence, de rivalité et d'intérêts politiques. Un homme qui ne passe pas ses journées à sauver des innocents, mais bien souvent à faire la guerre, piller ou défendre les intérêts de son seigneur. Alors, qui sont vraiment ces fameux chevaliers? Des héros ou des guerriers parmi tant d'autres? Une élite morale ou une élite militaire avant tout? Dans cet épisode, on va justement essayer de démêler le vrai du faux, comprendre ce qu'est réellement un chevalier au Moyen-Âge, explorer l'idéal qu'on a construit autour de lui et surtout confronter cette image à la réalité historique. Parce qu'entre le mythe et la réalité, il y a parfois un sacré monde quand même. Les chevaliers, héroïsme, image et réalité, c'est ce que nous allons voir tout de suite dans cet épisode de Contrôle H. Tout d'abord, quand on pense aux chevaliers, on imagine souvent une sorte de héros presque solitaire. Un homme libre parcourant les routes, prêt à dégainer son épée pour défendre la veuve et l'orphelin, avec, en bonus, une classe naturelle et un sens de l'honneur irréprochable. Un peu comme un mélange entre un super-héros et un influenceur médiéval, mais avec une armure. Sauf que, spoiler, ça c'est surtout l'image qui s'est construite autour des chevaliers après coup. Parce qu'en réalité, être chevalier au Moyen-Âge, ce n'est pas qu'une question de morale ou d'héroïsme. C'est d'abord et avant tout une question de statut social, et surtout de baston, de guerre, de castagne. Déjà, premier point important, tous les chevaliers ne sont pas forcément des grands seigneurs. On a tendance à imaginer des nobles puissants, propriétaires, qui ont des vastes terres. Mais à l'origine, le chevalier en tant que tel, c'est surtout un combattant spécialisé. Il faut quand même rappeler que dans chevalier, il y a le mot cheval. Et la définition même d'un chevalier, c'est un combattant à cheval, spécialisé dans le combat équestre. Et ça, cette idée-là, cette définition-là, elle fait toute la différence au Moyen-Âge. Pourquoi ? Parce qu'un cheval de guerre, ça coûte extrêmement cher. Une armure, évidemment que ça coûte la peau des fesses. Et une épée de qualité, n'en parlons pas. En fait, être chevalier, c'est un peu comme avoir un équipement militaire haut de gamme de nos jours. Tout le monde ne peut pas se le permettre. Il n'y a qu'une petite élite qui peut se permettre d'avoir l'attirail pour devenir chevalier. Donc dès le départ, on parle d'une élite militaire. Pas forcément de l'élite politique, mais clairement d'une élite sur le champ de bataille. Et pour en arriver là, il faut passer par une formation qui est relativement longue. On ne devient pas chevalier du jour au lendemain, juste parce qu'on a envie de faire le bien. Il y a tout un parcours qu'il faut suivre. Souvent, ça commence très jeune. Vers l'âge de 7 ans, un garçon, parce que c'est que des garçons, on va pas se le cacher, est envoyé dans une autre famille noble pour devenir page. Là, il y apprend les bases, le maniement des armes, l'équitation, mais aussi les règles de courtoisie et les bonnes manières. Parce que oui, même en pleine société guerrière, savoir bien se tenir à table, ça compte. Ensuite, vers l'adolescence, le jeune page devient écuyer. Là, on passe aux choses relativement sérieuses. Il accompagne un chevalier, il l'aide à s'équiper, il entretient ses armes et surtout, il commence à combattre. C'est une phase d'apprentissage par l'expérience. C'est là qu'il va acquérir ses techniques de combat, qui vont le sauver sur le champ de bataille plus tard. Et enfin, s'il fait ses preuves, et seulement s'il fait ses preuves, il peut être adoubé chevalier.
L'adoubement, c'est une cérémonie importante, souvent solennelle et parfois religieuse. C'est dans cette cérémonie que son seigneur lui remet ses armes et symboliquement, il entre dans une nouvelle catégorie sociale, la catégorie des chevaliers. Mais attention, devenir chevalier, ce n'est pas juste obéir à un titre ultra stylé et hyper cool. C'est aussi accepter toute une série d'obligations longues comme le bras. Et c'est vraiment là que l'image du chevalier libre commence sérieusement à s'effriter. Parce qu'un chevalier, en réalité, il est rarement libre. Il est lié à un seigneur, dans ce qu'on appelle un lien de vassalité. En gros, il reçoit une terre ou une rémunération en échange de services. Et parmi ces services, il y en a un principal. C'est la guerre, la baston, la castagne. Voilà. Concrètement, ça veut dire que si un seigneur lui dit Ok mon gars, on part en campagne, il ne peut pas répondre Désolé, j'avais prévu un week-end bamboche dans mon château, je vais pas pouvoir. Non, il est obligé d'accompagner son seigneur à la guerre. Et parfois, ça dure longtemps. Très longtemps. De plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Et avec tout ce que ça implique, bien sûr. Les déplacements, les combats, les risques de blessures ou même de mort. C'est quelque chose de costaud. Donc, le chevalier, ce n'est pas un aventurier indépendant. C'est un élément d'un système féodal, avec des devoirs qui sont très 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 clairs. Et même en dehors de la guerre, son quotidien, il reste profondément marqué par cette logique militaire. Même s'il a acquis tout son savoir pendant sa longue formation, il doit continuer à s'entraîner, entretenir son équipement, gérer ses ressources, parce que tout ça, ça coûte cher, encore une fois. Et si ça tombe en décrépitude, parce que c'est mal entretenu, ça va coûter encore plus cher à reprendre. D'ailleurs, c'est un point qu'on oublie souvent. Être chevalier, c'est aussi une question d'argent. Et beaucoup d'argent. Certains chevaliers sont riches, oui, mais d'autres sont beaucoup plus modestes. Il existe même des chevaliers qui peinent à entretenir leur statut. Un peu comme quelqu'un qui aurait un train de vie élevé, mais des revenus qui ne sont pas toujours à la hauteur de ce train de vie. Résultat, pour certains chevaliers, ils vont chercher des opportunités ailleurs. Participer à des tournois, par exemple, cela peut rapporter de l'argent et du prestige. Mais cela peut aussi passer par la mise en service de leurs capacités à différents seigneurs, selon les périodes. C'est-à-dire qu'un chevalier, il peut passer d'un seigneur à un autre, voire servir plusieurs seigneurs en même temps pour essayer de se maintenir. Et là encore, on est loin de l'image du chevalier désintéressé, uniquement guidé par l'honneur et la quête du bien. Alors attention, ça ne veut pas dire que les valeurs elles n'existent pas au Moyen-Âge, bien au contraire. Mais elles ne sont pas le point de départ de la vocation de chevalier. Elles viennent bien après. Elles sont en quelque sorte ajoutées au modèle, quoi. À la base, le chevalier c'est un guerrier, un spécialiste du combat monté, intégré dans une hiérarchie avec des obligations, des contraintes et parfois des intérêts très concrets à défendre. Donc si on résume assez brièvement, le chevalier ce n'est pas un héros libre et solitaire. C'est un homme formé dès l'enfance, équipé à grands frais, intégré dans un système féodal et dont la fonction principale, c'est la castagne. Ce qui, vous l'avouerez, est déjà un peu moins romantique que dans les légendes. Ensuite, qui dit chevalier dit idéal chevaleresque. Et alors là, pour faire simple, on est au summum du mythe du chevalier. Le chevalier, ce n'est plus seulement un guerrier, c'est un modèle. Un homme courageux, loyal, très pieux et respectueux, presque parfait. Il protège les faibles, défend les opprimés, respecte les femmes et combat toujours pour une cause juste. Bref, si LinkedIn existait au Moyen-Âge, son profil serait impeccable. Rien à redire. Et cette image, elle est profondément ancrée dans notre imaginaire. On la retrouve littéralement partout. Dans les récits de la table ronde, avec des figures comme Lancelot, Perceval ou encore le fameux roi Arthur. Des personnages qui incarnent justement cet idéal. Bravoure, honneur, quête du sens, et parfois même une petite crise existentielle en bonus. Mais cet idéal, il ne tombe pas du ciel du tout. En réalité, il se construit progressivement et surtout, il sert un objectif très précis. Parce que comme on l'a vu, les chevaliers sont avant tout des guerriers. Et des guerriers, au Moyen-Âge, ça pose quand même un petit problème. C'est violent, un guerrier.
et très violent. Trop violent même, pour une société qui cherche un minimum de stabilité. Et c'est là qu'intervient un acteur relativement clé dans notre histoire, l'Église. À partir du XIe siècle, l'Église tente de canaliser cette violence avec des mouvements comme la paix de Dieu ou la trêve de Dieu. L'idée, c'est de limiter les combats à certaines périodes, protéger les populations civiles et surtout donner un cadre moral à la guerre. En gros, transformer le chevalier en quelque chose de plus acceptable socialement qu'un guerrier qui est prêt pour la castagne. Et pour ça, on va lui attribuer des valeurs. Et un sacré paquet de valeurs. Le courage, bien sûr. La loyauté envers son Seigneur, évidemment. La foi chrétienne, la générosité. Et surtout, cette fameuse idée de protéger les faibles. Les pauvres, les femmes, les enfants. Alors dit comme ça donne envie de leur décerner une médaille. Et surtout, ça fait très 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 chrétien. Mais il faut bien comprendre une chose. Cet idéal, c'est un modèle à atteindre, pas une réalité quotidienne. C'est un peu comme aujourd'hui avec certaines figures publiques. On met en avant une image parfaite, même si la réalité est beaucoup plus nuancée. Et cet idéal ne vient pas seulement de l'Église. Il est aussi largement diffusé par la culture de l'époque, notamment à travers la littérature. Les récits chevaleresques, qu'on appelle aussi les romans de chevalerie, jouent un rôle énorme dans cette diffusion. Ils mettent en scène des chevaliers exemplaires, engagés dans des quêtes extraordinaires. Trouver le Graal, sauver un royaume, prouver leur valeur, ça c'est des bonnes quêtes qui font bien cool quand même. Et ces histoires ne sont pas anodines. Elles participent à construire une image du chevalier et à dire en creux « voilà comment vous devriez être ». C'est un peu un manuel de comment on devrait se comporter, quoi. Donc c'est une forme de propagande douce, si on pourrait se permettre l'expression. Pas forcément manipulatrice au sens moderne du terme, mais clairement normative. En gros, c'est comme ça qu'il faut faire, c'est la norme. On valorise certains comportements et on en condamne d'autres, tout en espérant que les chevaliers vont s'y conformer. Alors évidemment, ça a produit des effets. Certains chevaliers prennent ces valeurs au sérieux. Ils essayent réellement de se comporter selon les principes, et ça s'est vérifié. Mais il y a aussi une grosse part de décalage. Parce que dans la réalité, protéger les faibles, c'est bien joli, mais ça dépend desquels faibles. Respecter les femmes, oui, mais dans un cadre très précis. Et être loyal, c'est surtout être loyal à son Seigneur, même si ça implique de faire des choses pas très glorieuses. Donc, l'idéal chevaleresque, c'est un peu comme un filtre Instagram appliqué sur la réalité. Ça embellit, ça simplifie, et ça masque pas mal d'éléments moins reluisants. Et puis, il y a quand même un autre aspect intéressant. C'est le fait que cet idéal, il évolue à travers le temps, à travers la période médiévale. Au départ, on insiste surtout sur les qualités guerrières en elles-mêmes. Mais progressivement, quand on avance dans la période, on ajoute des dimensions un peu plus civilisées. La courtoisie, le raffinement, la capacité à évoluer à la cour. Comme quoi, faut toujours bien se tenir à table. C'est ce qu'on appelle parfois la courtoisie, justement. Le chevalier, il doit savoir parler, séduire, écrire des poèmes. Bref, il ne doit pas seulement savoir manier l'épée, mais aussi les mots. Ça doit être un peu un artiste du champ de bataille. Alors là, on est clairement sur un upgrade du personnage. Mais encore une fois, ça reste un idéal. Tous les chevaliers ne deviennent pas des poètes sensibles entre deux batailles. On est loin d'un monde où chacun compose des vers en regardant le coucher de soleil juste avant de castagner quelqu'un sur un champ de bataille. Donc si on prend un peu de recul, on comprend que l'image du chevalier parfait, noble et irréprochable, c'est avant tout une construction culturelle. Un mélange d'influences religieuses, sociales et littéraires qui vise à encadrer un groupe potentiellement dangereux. Les guerriers. Et ça marche assez bien, faut le dire. Parce que cet idéal, il va traverser les siècles. Il va continuer à influencer notre vision du Moyen-Âge et même notre définition de l'héroïsme. Aujourd'hui encore, quand on parle d'un chevalier, ce n'est pas juste un combattant. C'est quelqu'un de droit, de courageux et de respectable. Comme quoi, la communication médiévale, ça fonctionnait déjà très bien. Bon, c'est bien joli de parler de l'image et de l'idéal, mais concrètement, il faudrait peut-être un peu revenir sur Terre, non ?
Et autant vous prévenir tout de suite, on va poser l'armure brillante, le cheval majestueux et les grandes déclarations d'honneur de côté, pour rentrer dans quelque chose de beaucoup plus brut. Parce que la réalité des chevaliers au Moyen-Âge, c'est d'abord celle de la guerre, on y arrive. Et pas la guerre version duel élégant au lever de soleil, non. Plutôt la guerre version chaos, boue, cris et opportunité, figurez-vous. Déjà, il faut bien comprendre une chose. La guerre médiévale, ce n'est pas uniquement des grandes batailles bien organisées. Au contraire, la majorité du temps, ce sont des conflits assez locaux. Des expéditions rapides, des rivalités entre seigneurs, et parfois pour des raisons assez floues, voire franchement personnelles et même futiles. Et dans ce contexte, le chevalier, il va jouer un rôle assez capital, mais pas forcément celui qu'on pourrait imaginer. Parce que concrètement, quand une troupe armée arrive dans une région ennemie, elle ne se contente pas de chercher l'armée adverse pour un combat loyal. Non. Elle va aussi, et souvent surtout, piller les ressources, brûler les récoltes et récupérer du bétail. Bref, affaiblir l'adversaire en frappant son territoire. C'est un peu la stratégie classique pour ceux qui jouent à Age of Empires, par exemple. Et là, on est loin du chevalier qui protège les populations. On est plutôt sur quelqu'un qui participe activement à des actions qui, aujourd'hui, seraient considérées comme des crimes de guerre. Alors attention, pour eux, ce n'est pas forcément perçu comme immoral. C'est une manière comme une autre de faire la guerre. C'est une stratégie. Mais ça montre bien le décalage avec l'image idéalisée que l'on a du chevalier. Et concernant la capture, par exemple, des populations qui pourraient être ciblées par ces chevaliers. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait croire, tuer un adversaire n'est pas toujours l'objectif principal. Capturer un ennemi de valeur, un autre chevalier par exemple, mais aussi un seigneur ou quelqu'un d'influent dans une autre seigneurie, ça peut rapporter gros aussi. Très gros. Pourquoi ? Parce qu'on peut demander une rançon. Le système de la rançon, il ne date pas d'hier, il date déjà du Moyen-Âge. Et là tout de suite le combat, ça devient aussi une affaire économique. Un chevalier sur le champ de bataille peut donc être à la fois un combattant et un investisseur opportuniste qui peut flairer la bonne affaire pour se faire du fric, de la maille, de l'oseille. On est presque sur un système où le combat peut devenir rentable, à condition de bien choisir ses cibles. Puisque si vous choisissez un paysan paumé dans la pampa, la rançon elle va pas être bien élevée, moi je vous le dis. Et ça change pas mal la perspective que l'on a sur nos chevaliers. Parce que du coup, l'honneur, il est quand même parfois là, mais la rentabilité, c'est quand même pas mal aussi. Elle est pas mal présente. Et puis, il faut quand même aborder un pan important des guerres chevaleresques, c'est-à-dire les croisades. Alors, sur le papier, c'est le moment où l'idéal chevaleresque et religieux est censé s'exprimer pleinement. C'est l'endroit où vous êtes censé le trouver à chaque coup de sabot. Partir combattre pour sa foi, défendre des lieux saints, accomplir une mission sacrée. Que demander de plus, j'aurais tendance à vous dire. Dit comme ça, on est sur du très grand récit épique comme on les aime. Mais dans les faits, c'est beaucoup plus complexe que ça. Les croisades sont aussi marquées par des violences extrêmes, y compris contre des populations civiles. Massacres, pillages et parfois décisions qui n'ont pas grand-chose à voir avec la foi, les croisades sont parfois, voire même très violentes. Certains y voient une opportunité bien sûr de s'enrichir, même si c'est pour la foi qu'on s'engage. D'autres de gagner du prestige. D'autres même de régler des comptes. Donc oui, la dimension religieuse, elle est bien là, surtout dans les croisades, mais elle coexiste avec des motivations beaucoup plus pragmatiques et beaucoup plus terre à terre. Et c'est là qu'on touche à quelque chose de beaucoup plus important. Les contradictions qui sont liées à l'image du chevalier. Parce que si les chevaliers connaissent un idéal, qu'ils ont grandi avec, ils savent ce qu'on attend d'eux, logiquement. Mais dans la réalité, ils évoluent dans un environnement où ces valeurs sont difficiles à appliquer en permanence, que ce soit volontairement ou involontairement. Alors, ils naviguent entre les deux, en fait. Parfois, ils incarnent réellement cet idéal. Dans certaines situations, certains chevaliers font preuve de courage, de loyauté, voire de clémence. Mais à d'autres moments, ils font des choix beaucoup plus discutables. Et ce n'est pas forcément par hypocrisie, j'aurais tendance à vous dire. C'est aussi parce que le contexte les pousse dans cette direction. La guerre, la pression sociale, les enjeux économiques, tout ça pèse sur le discernement des chevaliers. Et résultat, notre héros, qui est censé être un héros parfait, il est un peu entre cette image-là et le monstre sans morale, quoi.
C'est un individu pris dans un système avec ses contradictions, ses contraintes et ses intérêts. Et c'est peut-être ça qui est le plus intéressant concernant les chevaliers. Parce qu'au fond, ça les rend beaucoup plus humains. Pas forcément des figures de livres que l'on raconte de père en fils pour illustrer la bonne morale. Les chevaliers, ils sont moins légendaires, mais ils sont un peu plus réels. Et si on pousse encore un peu plus loin, on peut même se demander si cet écart entre idéal et réalité n'est pas justement ce qui fait tenir le système féodal. L'idéal, il sert de repère. Il donne une direction, une image claire que tout le monde doit atteindre. Mais la réalité, elle reste beaucoup plus souple, beaucoup plus adaptable, en fonction de chacun. Un peu comme si on avait besoin de croire à ses valeurs, même si on ne les applique pas toujours. C'est un peu le obedesco pero no cumplo. J'obéis mais je n'applique pas, qui est pour un autre contexte, mais qui va bien avec cette idée. Alors évidemment, avec le temps, tout ça va bien sûr évoluer. Les techniques de guerre, elles changent, les structures sociales, elles évoluent, et le rôle du chevalier, progressivement, perdre de son importance sur le champ de bataille. Mais son image, elle va survivre. Et même aujourd'hui, quand on pense chevalier, on ne pense pas à un pillage ou à une rançon. On pense à l'honneur, au courage et à la justice. Comme quoi, entre la réalité et la mémoire, il y a parfois un vrai travail de réécriture. Alors au final, mes histo-curieuses et mes histo-curieux, quand on regarde les chevaliers, on se retrouve face à quoi ? Face à un paradoxe qui est assez fascinant et intéressant. D'un côté, il y a l'image qu'on en a aujourd'hui, celle du héros en armure brillante, courageux, loyal, prêt à défendre les faibles et à se battre pour des causes justes. Une sorte de figure parfaite, presque intemporelle, qui continue encore aujourd'hui à nourrir les films, les jeux vidéo et les romans que l'on peut consulter. Et de l'autre, il y a la réalité historique. Un chevalier, c'est avant tout un combattant professionnel, intégré dans un système féodal, souvent engagé dans des conflits violents, parfois très éloignés de toute idée de justice ou d'héroïsme tel qu'on l'imagine aujourd'hui. Alors, est-ce que ça veut dire que tout est faux pour autant ? Que les chevaliers n'avaient aucune valeur, aucun code, voire aucune morale ? Pas du tout. Ne tombez pas dans cet extrême, histo-curieuse et histo-curieux. Parce que ce qui est intéressant, ce n'est pas de remplacer une image par une autre, c'est de voir comment les deux coexistent, s'articulent ensemble. Oui, les chevaliers sont des hommes de guerre, mais ils vivent aussi dans un monde où on essaye de donner du sens à cette violence, où l'on construit des règles, des idéaux, des récits pour encadrer quelque chose de fondamentalement instable. Et c'est peut-être là que se trouve la clé de compréhension de ces chers chevaliers. Ils ne sont pas seulement des personnages historiques, ce sont aussi une invention culturelle en elle-même, un modèle qu'on fabrique, qu'on transforme et qu'on projette. Un peu comme si chaque époque avait besoin de réécrire ses propres héros et ses propres récits historiques. Et d'ailleurs, ce modèle, il n'a jamais vraiment disparu si on regarde bien. Aujourd'hui encore, on parle de chevalerie pour désigner un comportement honorable. On continue d'associer cette figure à des valeurs positives, même si elles sont en partie construites, idéalisées et parfois très éloignées du quotidien médiéval. Comme quoi, une bonne image de marque, ça traverse les siècles. Et le marketing, il ne date pas du 20e. Alors la prochaine fois que vous verrez un chevalier dans un film, avec une armure impeccable, en train de sauver le monde avec élégance, vous pourrez peut-être sourire un peu. Pas parce que c'est faux, mais parce que derrière cette image, il y a toute une histoire beaucoup plus complexe, beaucoup plus humaine et franchement beaucoup plus intéressante. Je vous remercie de votre fidélité et vous dis à très bientôt les amis pour un nouvel épisode de Contrôle H. Ciao ciao!